bonsoir. Aujourd'hui, deux sujets qui évoquent des cas de discrimination en France. Le premier, c'est qu'Airbus a été condamné pour discrimination raciale à l'embauche. Airbus a été condamné, et cette condamnation a été confirmée ou vient d'être confirmée par la Cour de cassation, à verser 18 000 € d'indemnité à un Algérien intérimaire qui s'était porté candidat à un recrutement en CDI en 2005 et qui n'avait pas été pris. La HALDE de l'époque avait fait valoir que la personne qui avait été embauchée à la place de cet Algérien avait plus de diplômes et que la procédure, l'annonce de recrutement ne faisait pas mention de la nécessité d'avoir des diplômes. De plus, le tribunal de Toulouse, la cour d'appel de Toulouse, avait examiné tous les registres des salariés sur plusieurs années pour Airbus et avait constaté qu'il y avait très peu de noms à consonance maghrébine dans les salariés. On en a déduit qu'il y avait discrimination raciale à l'embauche. C'est un jugement très grave qui va établir une jurisprudence qui va empoisonner la vie des entreprises pour de longues années. C'est évident. Et ça met en danger la liberté des employeurs en France. D'abord, est-ce que engager un employé en CDI, ce qui est un engagement pour plusieurs années, ne requiert pas de prendre le temps et d'essayer de valoriser un certain nombre de critères lors de l'entretien ou bien lorsqu'on étudie les CV? Est-ce que employer quelqu'un qui a un peu plus de diplômes, même si on n'a pas demandé des diplômes, n'est pas rassurant pour un employeur parce que ça suppose que l'employé a des compétences, qu'il a donc peut-être des capacités d'adaptation, parce qu'il a fait l'effort de passer des examens, d'obtenir des diplômes, et donc ça montre sa capacité à effort, tout simplement. Est-ce qu'effectivement on est obligé de justifier tous les critères d'embauche? Il est clair, par exemple, que si on avait eu deux Français d'origine qui avaient postulé à ce poste, aucun n'aurait pu porter plainte pour discrimination parce que l'autre aurait été engagé en ayant plus de diplômes. Ça ne serait venu à l'idée de personne d'utiliser cet argument, l'employeur étant maître de ses embauches, l'employeur étant maître de choisir qui lui semble le mieux convenir pour le poste, quels que soient ses critères. On a l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un de l'immigration ou de la diversité va postuler, il devient prioritaire. Et donc tous les autres critères, diplôme, expérience, attitude, vont devenir discriminatoires. C'est ahurissant. Quant à condamner une entreprise parce que il y a peu de noms à consonance maghrébine dans les effectifs, c'est un non-sens qui remet en cause complètement l'égalité républicaine. Poussons un peu le bouchon. Qui va porter plainte contre les abattoirs qui engagent des sacrificateurs uniquement musulmans pour tuer les animaux sans les étourdir comme le veut le rite halal? Qui va porter plainte pour discrimination à l'embauche? Gageons qu'il y a très peu de noms à consonance française dans ces employés. Qui va encore porter plainte contre les kebabs, contre les patrons de kebabs, les patrons de boucherie halal, parce qu'il y a dans leurs employés très peu de noms à consonance française? Personne. Là, ça me semble tout à fait normal, tout à fait justifié. On est vraiment dans un monde de fous et la liberté est en danger, la liberté d'entreprendre, la liberté d'engager des salariés, la liberté de s'entourer de critères et de garanties avant d'engager quelqu'un. Gageons que les chasseurs de tête ont du souci à se faire et qu'ils vont s'arracher les cheveux. En fait, on est en train d'imposer, sans qu'il y ait une loi, des quotas de diversité partout, sans se soucier de ce que valent les gens. Or, l'égalité républicaine, c'est justement de peser les gens sans se soucier de leurs origines, simplement, que savent-ils faire, que peuvent-ils faire, de quoi sont-ils capables? On est en train d'inverser complètement la tendance. Je vous parlais hier du remplacement de civilisation qui s'instaure en France. Nous y sommes, c'est encore un élément.
Et d'ailleurs, le deuxième point de la journée, enfin de ce jour, le confirme. Il s'agit d'un autre cas de discrimination qui ne dit pas son nom. Les investissements du Qatar permettent la discrimination et avec le soutien de la mairie de Paris. La mairie de Paris vient de voter une subvention de 1 250 000 au Paris Saint-Germain. Quand on sait que le Paris Saint-Germain appartient au Qatar qui ne sait pas quoi faire de ses sous. Le Qatar s'offre le PSG. Avec 70% des parts, la société Qatar Sport Investment du prince héritier du Qatar prend le contrôle du club parisien. 30% seront conservés par Colonie Capital. Coût de l'opération 50 millions d'euros. Robin Leproux devrait rester président et Antoine Comboire est entraîneur. Le Qatar fait rêver, mais les supporters pourraient vite déchanter car le budget devrait être toujours le même, soit 80 millions d'euros. Mais le Qatar, on va s'y attarder quand même un peu ce matin, Ronald, parce qu'on a pas mal de questions. Notamment celle-ci, pourquoi ce pays de la péninsule arabique, petit pays, pourquoi a-t-il opté pour une stratégie très agressive d'implantation en Occident? On vient de le voir avec le PSG, notamment via ces différents fonds d'investissement. La réponse est avec Philippe Salvador et Sébastien Savoie. Quoi de mieux que le football pour se faire connaître? Sponsor du Barça, le vainqueur de la Ligue des Champions, organisateur du Mondial 2022, déjà propriétaire d'un club en Espagne, le Qatar jette aujourd'hui son dévolu sur le PSG. Le PSG, ils ont acheté une marque avec un potentiel de développement important effectivement, mais pour moi ils ont acheté avant tout une visibilité mondiale, comme pour le prix de l'Arc. Le prix de l'Arc de Triomphe, racheté et rebaptisé Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Les Qataris sont aussi présents dans le handball ou le rugby, le sport comme vitrine internationale. L'Émirat en a les moyens. Il détient la 3e réserve de gaz de la planète. Assis sur un épais matelas de pétrodollars, ses fonds souverains investissent à tout va. 10 milliards en Égypte, 5 milliards en Grèce, dans les plus grandes sociétés de la planète, avec un petit faible pour le luxe français. Ce sont les bijoux, ce sont les parfums, mais ce sont aussi des hôtels, des palaces, des haras, des châteaux, bien évidemment, ou des maisons de maître. On l'a vu encore récemment avec des immeubles somptueux, magnifiques du XVIIe siècle, achetés sur l'île Saint-Louis, par exemple. Des investissements immobiliers d'autant plus intéressants que les Qataris, très courtisés, bénéficient d'exonérations fiscales en France. Quand on connaît les salaires mirobolants des joueurs, quand on sait que l'entraîneur gagne 500 000 euros par mois, on se demande bien en quoi et pourquoi le Paris Saint-Germain aurait besoin de cette subvention d'1 250 000 euros payée par le contribuable parisien. L'adjoint au maire de Paris nous dit « Oh, mais c'est, entre autres, pour aider les équipes féminines, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. » Ah bon? Un des conseillers dans l'opposition du MoDem, Jean-François Martin, a une autre version, surtout quand il nous dit « Quand on demande que l'équipe féminine puisse jouer 2 ou 3 matchs par an au parc, les Qatariens refusent. Qui va traîner les Qataris au tribunal pour discrimination? Personne. D'ailleurs, y a-t-il suffisamment de noms à consonance maghrébine dans les joueurs du Paris Saint-Germain? Ou bien y a-t-il assez de gens qui ont des noms à consonance française dans les équipes du Paris Saint-Germain? L'anecdote est tragique. Le Qatar, qui vient de prendre 10% du groupe Lagardère, quand on sait que le fils du fondateur lui-même en a moins de 10%, devient donc un actionnaire essentiel qui a un poids essentiel. Or, Lagardère, c'est Hachette. Quid des livres, de la littérature, des livres de poche qui vont être publiés, des dictionnaires qui vont être publiés par Hachette, des livres scolaires qui vont être publiés par Hachette, une fois qu'ils seront passés par les fourches codines des critères musulmans des Qataris. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer à EADS? C'est l'aéronautique, c'est la défense, c'est l'espace, des secteurs clés très importants pour la France, pour son indépendance. Que va-t-il se passer avec la presse magazine? Elle, c'est Europe 1 aussi, c'est Paris Match, tout ça c'est Lagardère. Gageons qu'il y aura bientôt de moins en moins de noms à consonance française dans ces entreprises. Gageons qu'il y aura bientôt de moins en moins de femmes dans ces entreprises. Et gageons que la mixité
deviendra dans ces entreprises le souvenir d'un paradis perdu. Et tout cela avec la bénédiction de notre gouvernement qui favorise tous les investissements qataris. Qui sait que le Qatar, malgré ou à cause de son immense fortune, bénéficie d'avantages fiscaux inégalés en France depuis que notre gouvernement, en 2008, a voté une loi qui exempte le Qatar d'impôts fonciers et d'impôts sur les plus-values pour ses investissements immobiliers? Qui le sait? Bref, la discrimination, l'inégalité homme-femme, tout cela est en train de s'établir grâce à la justice, grâce aux investisseurs du Moyen-Orient, au pays des droits de l'homme. Voltaire doit se retourner dans sa tombe. Allons-nous les laisser vendre notre âme? Résistantes, résistants, levez-vous. Vive la République, vive la France et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends